Bonsoir. Il y a une trentaine d'années, se lançant dans une politique d'alliance régionale pour le moins osée, un président libanais avait, dans un discours aux accents napoléoniens, promis à ses concitoyens qu'avec lui, le pays entrerait de plein pied dans l'histoire. Entendant quoi ? Un de ses détracteurs, qui était apparemment plus churchillien que napoléonien, avait dit que ce président, avec sa politique très risquée, ferait sans doute rentrer le Liban dans l'histoire, mais au prix de sa sortie définitive de la géographie. Longtemps, étant depuis les bancs de l'école, histoire et géographie avaient été pour moi intimement liées. Longtemps, cette remarque caustique m'avait fait sourire. Plus récemment, cependant, j'en suis venu à me dire que l'union sacrée de l'histoire et de la géographie battait sérieusement de l'aile, l'histoire s'affranchissant allègrement des contraintes que sa vieille compagne faisait jusqu'ici peser sur elle. Et rien n'illustre à mes yeux mieux ce mouvement d'émancipation de l'histoire par rapport à la géographie que les mesures mises en place par les États-Unis pour asseoir leur hégémonie. Il y a 2 siècles de cela, désireux de mettre son ennemi anglais à genoux, Napoléon avait décrété un blocus continental. Aujourd'hui, souhaitant arriver aux mêmes fins avec leurs ennemis, les États-Unis n'ont nul besoin de couvrir les mers de leurs navires de guerre, ni d'obscurcir les cieux de l'ombre de leurs chasseurs. Désormais, les sanctions ont remplacé le blocus et de simples mesures informatiques et électroniques, c'est-à-dire des mesures qui ne relèvent d'aucun topos, suffisent. Plus éloquents sans doute sont les systèmes d'armes atopiques que les Américains déploient aujourd'hui en appui à leur domination. Missiles de croisière, chasseurs bombardiers de longue portée, drones de combat. Des systèmes qui s'inscrivent plus dans l'espace que dans le territoire et qui relèvent plus d'une certaine spatiographie, je dirais, que d'une simple géographie. Il est vrai que les armes atopiques ont de tout temps existé. Au fil des siècles, des flèches, les traits d'arbalète, les boulets de canon, les obus de mortier, les chapelets de bombes larguées auront tour à tour été utilisés comme autant de moyens de projection en avant de la force militaire, ramollissant, si je puis dire, l'adversaire et préparant l'avancée des troupes terrestres, des troupes topiques. Ce qui est néanmoins nouveau aujourd'hui, c'est que les armes américaines atopiques ne sont plus déployées en conjonction avec d'autres armes, mais qu'elles le sont en lieu et place de celles-ci, leur déploiement ayant pour but premier de contrôler un territoire par simple télédomination, par domination à distance, sans avoir pour cela ni à l'occuper et encore moins à le gérer. Par-delà la contingence du conflit ukrainien dans lequel il s'inscrivait, je me demande si ce n'est pas dans ce sens qu'il nous faudrait interpréter le discours que le président Obama prononça à Bruxelles en mars 2014, lorsqu'il avait dit « Contrairement aux Russes en Crimée, nous n'avons pas annexé l'Irak après l'avoir envahi. » Si c'est le cas, alors il nous faudrait conclure que contrairement aux empires qui l'ont précédé, l'empire américain serait à vocation spatiale, qu'il serait le premier qui ne procéderait plus par simple expansion horizontale, le premier qui, évitant les obstacles inhérents au territoire et faisant aussi l'impasse sur les problèmes liés à la gestion au quotidien des pays conquis, peut aujourd'hui prétendre faire l'histoire
tout en ignorant la géographie. De fait, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, l'Empire américain n'occupe le terrain que pour un temps. Et même s'il maintient partout des bases militaires, il ne se frotte pas pour autant aux populations locales. Se refusant à les gérer, il préfère procéder par expédition punitive ou préventive, intervenant ponctuellement et se contentant le reste du temps d'exercer son pouvoir par télédomination en demeurant à bonne distance sanitaire d'une planète mise non seulement sous télésurveillance constante, mais aussi en quarantaine. C'est la doctrine de la forteresse Amérique. Dans son ouvrage intitulé « Les entretiens de Bagdad », André Miquel, l'arabisant André Miquel, met en scène une discussion autour de l'héliocentrisme et du géocentrisme. Et il fait dire au cosmographe et mathématicien médiéval Ishaq ibn Jubayr « Quant à moi, j'ai toujours su que la Terre était au centre du monde parce qu'elle est au centre de l'infinie tendresse de Dieu. Sans aller jusqu'à évoquer l'infinie tendresse de Dieu, force est de constater que la Terre n'est désormais plus au centre de la tendresse de l'Amérique. Il y a déplacement, la politique américaine me semblant être moins géocentrée qu'elle n'est géociblée. » Osant une comparaison avec la mythologie grecque, je dirais que l'Empire américain occupe aujourd'hui l'espace créé lors de la castration d'Uranos par la séparation du ciel et de la terre. Au commencement, on le sait, il y avait chaos, l'espace abîme, auquel s'opposait Gaïa, la terre. Répondant à chaos par un ordre stable, Gaïa engendra Uranos, le ciel, puis elle engendra les monts et elle engendra Pontos, la mer. Elle s'unit ensuite à son fils Uranos, et de cette union du ciel et de la terre naquirent les titans, les cyclopes et les sans-bras. Craignant ses enfants, Uranos les enferma cependant dans les entrailles de la terre, ce qui provoqua la colère de Gaïa. Elle ourdit alors un plan avec son fils Cronos, un titan, pour neutraliser Uranos. Alors qu'Uranos s'accouplait à elle, Cronos approcha, et d'un coup de serpe, il trancha les parties génitales de son père, qui décolla littéralement de sur sa mère et s'en sépara à tout jamais. Et il me semble bien que c'est à une séparation similaire du ciel et de la terre que les Américains procèdent aujourd'hui. De fait, alors que les autres nations continuent de raisonner en termes géopolitiques et d'évoluer à ras de terre, les anciens Grecs auraient dit à ras de gué, gué comme dans géographie, gué comme géopolitique. Les États-Unis, eux, réfléchissent autant en termes spatiopolitiques et ils évoluent déjà dans un cyberespace lisse, loin des aspérités du terrain, des accidents du relief et des complications que tout cela entraîne, loin en vérité de toute géographie. Osant cette fois une comparaison avec le foot, je dirais que la spatiopolitique était la géopolitique, ce qu'au football, le marquage zonal est au marquage individuel. Dans le marquage individuel, on assigne à chaque défenseur un joueur adverse à qui il se doit de coller de près, où que ce dernier se trouvât sur le terrain. Tandis que dans le marquage zonal, le terrain, entendu non comme territoire, mais comme espace, est d'emblée quadrillé en zones, chaque zone étant, avant même que la partie ait commencé, assignée à un défenseur chargé de la surveiller. Le refus américain de jouer à fond le jeu géopolitique traditionnel et d'assumer pleinement les responsabilités qui incombaient jadis au pouvoir impérial explique sans doute pourquoi, depuis la fin de la guerre froide, nous avons l'impression de vivre dans un monde chaotique, un monde qui est régi par le temps court et qui est caractérisé par la navigation à vue et l'absence de toute vision stratégique.
Pourquoi nous évoquons aussi souvent l'ignorance dans laquelle les Américains sont des autres cultures et les atermoiements de leur politique étrangère et ces changements de cap si fréquents? À vrai dire, au vu des équilibres très instables qui régissent les relations internationales aujourd'hui, nous ne savons plus trop si notre monde serait monopolaire et dominé par les États-Unis ou s'il serait multipolaire, une multitude d'autres acteurs essayant de tirer leur épingle du jeu et d'imposer leur vision et leurs intérêts. Tout ce désordre n'est cependant qu'apparent. Et même si nous en souffrons réellement, il n'est pas, à mon sens, historiquement conséquent. Car en réalité, notre monde est à la fois multipolaire et monopolaire. Il est multipolaire sur le plan géopolitique, mais il est monopolaire sur le plan spatiopolitique. Et sur ce plan, force est de constater qu'on ne retrouve que les élites cybernétiques américaines. Les autres élites, y compris, je dirais, les élites politiques américaines elles-mêmes, n'y trouvant leur place que par leur seule grâce. Après tout, qu'est-ce que, étymologiquement, que la cybernétique, si ce n'est l'art de gouverner? Certes, l'histoire continuera d'évoluer sur les deux plans, géopolitique et spatiopolitique, mais en prenant, comme elle le fait, ses distances avec le grouillement des corps, en prenant du recul par rapport au déferlement des événements, en niant surtout les intentionnalités et les individualités pour ne retenir que les fonctionnalités et les schémas comportementaux, la spatiopolitique, s'appuyant sur la cybernétique, me semble bien partie pour s'imposer comme la partenaire privilégiée de l'histoire. Cette dernière sera alors de moins en moins géocentrée et de plus en plus géociblée. Quand notre planète ne sera plus au centre de l'activité humaine historiquement conséquente, mais seulement une parmi d'autres planètes du système solaire sur laquelle cette activité portera. À ce moment-là, nous demeurerons certes le genre humain, mais qu'est-ce qui restera en nous de terrien? Je me le demande. Merci beaucoup.